Cher Liselotte, chers spectateurs, voilà, ça y est, Donald Trump a été élu président des États-Unis avec une majorité si décisive que les critiques du système électoral ou de la procédure de dépouillement, devenue habituelle désormais, n'ont même pas eu le temps d'arriver. La question qui se pose maintenant est de savoir ce que cela signifie pour notre vieux continent et comment celui-ci peut réussir à capter dans ses propres voiles le vent qui souffle désormais de l'autre côté de l'Atlantique. Comment pouvons-nous réussir à rendre notre Europe great again? Pour cela, il faut d'abord souligner les différences, mais aussi les symétries entre l'Amérique du Nord et l'Europe. La migration de masse, la baisse démographique, le vieillissement de la population, le déclin du christianisme, la désintégration de la famille, la mondialisation, la haine de soi culturelle, la polarisation sociale, l'hédonisme, la politique du pain et des jeux, le bureaucratisme, l'infiltration de toutes les institutions par les élites libérales de gauche, tout cela caractérise non seulement l'Europe, mais aussi l'Amérique du Nord, qui appartiennent toutes deux, qu'on le veuille ou non, à la même civilisation et continueront probablement à évoluer en parallèle à l'avenir. Mais bien sûr, les différences sautent aussi aux yeux. La migration de masse vers les États-Unis provient essentiellement de l'Amérique latine, qui est étroitement liée à la civilisation européenne sur le plan culturel, linguistique et religieux. Et la présence de minorités afro-américaines remonte à plusieurs siècles et est étroitement liée à l'image de soi et au mythe fondateur des États-Unis. La situation en Europe est beaucoup plus critique. Non seulement la migration de masse est un phénomène relativement récent, datant des 3 dernières générations, mais elle provient en grande partie de l'extérieur de la civilisation européenne, en particulier de pays musulmans qui sont nettement moins nostalgiques de notre modèle de vie que plutôt remplis de ressentiment. Le problème de la transformation religieuse y est étroitement lié. Certes, aux États-Unis aussi, la religion historiquement la plus pertinente, le protestantisme, recule massivement. En revanche, il est en grande partie remplacé par le catholicisme des latino-américains. En Europe, en revanche, l'islam, religion d'une civilisation qui nous est étrangère, s'impose et véhicule souvent des identités sociales, culturelles et historiques très différentes. En ce qui concerne la haine de soi, désormais typique de notre civilisation, il s'agit également d'un phénomène que l'on retrouve des deux côtés de l'Atlantique. À l'origine, elle provenait d'ailleurs des milieux universitaires européens, surtout français, puis elle a trouvé un écho tardif mais massif aux États-Unis, avant d'être réexportée en Europe en tant que phénomène à grande échelle. La déconstruction de la masculinité et de notre fierté historique est également un destin commun. Mais le récit identitaire des États-Unis est fondamentalement différent de celui de l'Europe et de ses multiples États-nations. Les États-Unis, bien que toujours dominés dans les faits par les élites WASP, White Anglo-Saxon Protestants, sont fondés depuis le début sur le mythe de l'universalisme identitaire, de l'inclusion et l'inclusivité culturelle et des droits de l'homme, bien que ceux-ci aient été initialement compris dans un sens fortement chrétien et occidental, alors que les États européens ont un contexte beaucoup plus ancien, complexe et surtout ethnoculturel, exclusif que les États-Unis. Cela explique également pourquoi le concept de mondialisation culturelle, derrière lequel se cache en fait l'exportation du way of life américain, qui repose lui-même sur une simplification massive de la civilisation européenne, prend une toute autre coloration aux États-Unis que sur le vieux continent. Alors que McDonald's incarne presque la tradition d'un côté de l'Atlantique, la chaîne de fast-food est synonyme de désintégration et de décomposition culturelle de l'autre. En outre, les structures institutionnelles des États-Unis et de l'Europe sont totalement différentes, ce qui rend très difficile la comparaison entre le nationalisme de Trump et celui d'un État-nation européen. Certes, les États-Unis sont aussi composés de nombreux États, parfois très autonomes, avec leur propre identité, et qui sont souvent plus différents les uns des autres sur le plan juridique que le sont les États membres de l'Union européenne. Mais la cohésion générale est totalement différente de celle de l'Union européenne,
Les États-Unis sont plus qu'une nation, ils sont un État-civilisation, ce que même les plus grands États-nations européens ne sont plus depuis la perte de leur colonie, et ce que l'Union européenne n'est pas, ou en tout cas pas encore. Nous devons également tenir compte de la configuration du paysage politique. Trump est certes entré en politique en tant qu'élément extérieur, malgré son excellent réseau, mais il a fait son ascension au sein de l'un des deux grands partis américains, et non en tant que fondateur d'un nouveau parti à l'extérieur du système. En Europe, cependant, la plupart des partis conservateurs sont nés à l'extrême droite de l'échiquier politique, c'est-à-dire en dehors des partis centristes de droite classique, et ne peuvent donc pas utiliser les réseaux médiatiques, institutionnels et personnels correspondants, ni faire appel à l'expérience générationnelle ou même à la respectabilité historique. Enfin, les États-Unis sont un empire, avec des ambitions impériales, alors que les États européens ont perdu à la fois ce statut et, pire encore, l'ambition correspondante. Le désir d'Elon Musk de coloniser Mars a largement aidé Trump à être considéré comme l'homme du renouveau, de l'espoir et de l'expansion. En Europe, nous n'avons plus rien de comparable à mettre en parallèle et nous nous limitons volontairement à gérer notre déclin de manière au mieux touristique. Le déclin n'est pas seulement dans les chiffres, il est aussi et surtout dans nos têtes. L'on pourrait ajouter bien d'autres points à cela, mais il devrait déjà être clair que nous ne pouvons pas transposer sans de nombreux bémols la situation outre-Atlantique à l'État-nation européen individuel, ni même à l'Union européenne. Cela n'enlève rien au fait que des points essentiels du succès de Donald Trump peuvent être une source d'inspiration utile pour les conservateurs européens. Charisme, courage de simplification, mise en place de canaux d'information et de communication propres, fierté historique, optimisme, priorité donnée aux intérêts de sa propre nation, humour, utilisation massive des technologies les plus récentes, personnalisation de la politique, collaboration étroite avec des détenteurs du pouvoir dans le monde de l'économie et des médias, etc., etc. Bien entendu, outre les divergences et les symétries, il convient également de prendre en compte la dynamique politique actuelle et de réfléchir à la manière dont la situation des États-Unis peut être utilisée au profit des conservateurs européens. D'un côté, il y a la possibilité, loin d'être inintéressante, de gagner le soutien ouvert des républicains américains. Viktor Orban, mais aussi les conservateurs polonais et italiens, se sont efforcés de nouer des relations étroites avec Trump et son parti et devraient être récompensés en conséquence. Il n'y a certainement aucun inconvénient à être soutenu dans sa propre lutte politique intérieure, non seulement par l'homme le plus puissant du monde, mais aussi par la plus importante plateforme médiatique internationale. Et ceux qui espéraient encore discrètement obtenir quelques pauvres roubles du Kremlin devraient désormais s'attendre à une aide nettement plus importante, potentielle, de la part de Washington. Mais c'est là aussi le problème principal. Certes, Trump a souvent mentionné sa compréhension pour le fait que d'autres États sur cette terre pensent d'abord à eux-mêmes et veulent devenir great again. Mais cette compréhension aura sans doute des limites dès que les intérêts économiques et géopolitiques directs des États-Unis sont touchés. Ce qui vaut bien, pardon, ce qui vaut bien sûr aussi vice-versa pour le soutien de Moscou ou de Pékin. Ainsi, même ceux qui rejoignent Trump dans sa critique des excès de la politique woke rencontreront de grandes difficultés à conserver des liens privilégiés avec Washington s'ils tentent en même temps de remplacer l'alliance atlantique par une alliance eurasiste. Cela signifie que les conservateurs européens devront plus que jamais se rassembler sur le plan géopolitique s'ils ne veulent pas devenir de simples marionnettes de leurs puissants patrons respectifs de l'Est et de l'Ouest et être montés les uns contre les autres, qu'ils soient effectivement au pouvoir ou non. Cette dernière remarque est fondamentale d'ailleurs, car l'Europe est encore largement dominée par ces mêmes élites libérales gauchistes qui, bien qu'elles aient été formellement écartées aux États-Unis il y a quelques jours, devraient y rester très influentes dans la culture, les médias et l'État profond. Et les élites européennes ont sans doute parfaitement compris le memento mori venant de Washington. Certes, comme tous les vassaux, elles obéiront
aux nouveaux maîtres de la Maison Blanche et se conformeront plus ou moins docilement aux mesures exigées, en particulièrement le réarmement militaire, même si la rhétorique bien pensante présentera ces mêmes mesures comme un geste d'opposition et non pas de soumission. On peut également s'attendre à ce que les excès les plus surréalistes de l'idéologie woke soient également désormais évités, à la fois pour satisfaire Trump et pour endiguer la montée en puissance de la droite. Mais surtout, il est à craindre que les élites actuelles fassent tout pour rester au pouvoir et travaillent donc plus radicalement que jamais non seulement à réécrire les constitutions politiques et à modifier les règles du jeu démocratique, mais aussi à transformer la liberté d'expression de telle sorte qu'une prise de pouvoir effective par la droite se heurtera à des obstacles quasiment insurmontables. De même, la diffamation, la criminalisation et la persécution de la droite politique ne devraient guère diminuer, mais au contraire continuer à s'intensifier, déguisées en lutte contre la radicalisation. Il suffit de regarder la Pologne ou l'Allemagne pour comprendre où le voyage va nous mener. Enfin, il faut s'attendre à ce que l'establishment politique s'appuie de plus en plus sur les partis populistes de gauche, qui constitueront un contrepoids prometteur à la droite et qui présentent souvent des points de convergence intéressants avec leurs antagonistes et peuvent donc, conformément à la théorie du fer à cheval, détourner les électeurs de la droite, comme le montre d'ailleurs le Bündnis Sarah Wagenknecht en Allemagne ou Mélenchon et les Insoumis en France. Une tendance qui devrait d'ailleurs devenir de plus en plus évidente compte tenu de l'approfondissement attendu de la crise économique et de l'attrait croissant des revendications sociales. La réussite de cette tactique dépendra essentiellement de la capacité ou non de la droite européenne à compenser ses déficits en termes de pouvoir réel par une coopération étroite et à tirer les leçons de l'internationalisme de la gauche européenne, bien que, évidemment, sous des auspices patriotiques. Cela implique d'abord la reconnaissance du fait que l'on est tous essentiellement dans le même bateau, ensuite le rapprochement avec les voisins et le rejet du souverainisme nationaliste classique avec son potentiel dangereux de fragmentation, et enfin l'affirmation de l'identité européenne commune et des conséquences politiques qui en découlent à l'ère de la multipolarité. La véritable réponse au Make America Great Again de Trump n'est pas Make France ou Germany Great Again, mais plutôt Make Europe Great Again. Et cette Europe doit encore être arrachée à ses ennemis actuels à Bruxelles, puis entièrement reconstruite. Merci bien pour votre attention.